Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire spécial. Nous avons la chance d'être accompagnés de Valérie Gastaldi qui, ce soir, va nous expliquer comment filtrer les faux signaux. Alors, avant que nous démarrions, est-ce que ceux d'entre vous qui sont déjà connectés peuvent me confirmer sur la fenêtre questions que la présentation est bien visible et que le son fonctionne correctement? Je vous rappelle, hein, c'est l'icône avec la petite bulle et le point d'interrogation. C'est également celle-ci que vous utiliserez pour confirmer que tout fonctionne. Voilà, donc parfait, tout fonctionne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre confirmation. Alors, je me présente rapidement. Je suis Maëva Chazal, directrice commerciale chez IG. J'ai la chance d'accompagner les clients depuis 11 ans, donc je serai là pour aider Valérie si jamais il y a des questions, besoin de trouver des valeurs, si jamais vous avez des questions également par rapport au fonctionnement de la plateforme ou des produits, n'hésitez pas. Quelques mots très rapides sur IG. Alors, d'abord, je vous affiche l'avertissement. Je ne vais pas vous le lire, je vous laisse simplement voilà, le regarder. Valérie va être amenée à vous analyser pas mal de graphiques. C'est absolument pas des conseils ou des recommandations, hein, c'est juste son opinion, sa vision du marché. Un petit mot également sur IG, puisque vous êtes très nombreux en ce mois de novembre à nous rejoindre. Donc, bravo, vous avez fait le bon choix. Vous êtes avec un partenaire de confiance, régulé en France. Et par les temps qui courent, c'est extrêmement important. On a plus de 381 000 clients à travers le monde. On est leader mondial de l'investissement en ligne. Et on a la chance d'opérer en France depuis déjà 17 ans, avec notre siège français qui est basé à Paris. Je vais laisser maintenant la parole à Valérie qui va se présenter. Oui, bonsoir à tous. Merci Maëva. Eh bien, écoutez, moi, je travaille chez Day by Day maintenant depuis 24 ans, donc quasiment depuis la création de Day by Day. Nous fournissons donc de l'analyse technique, beaucoup pour les clients privés, soit en direct, soit par le biais donc de courtiers, émetteurs de, de produits dérivés, émetteurs de CFD, etc. Mon expérience préalable avant de faire de l'analyse, ça avait été du market making et du prop trading sur les marchés financiers chez un agent de change il y a bien longtemps en France. Puis après, je m'étais interrompue pendant plusieurs années pour avoir des enfants et quand je suis revenue, j'ai travaillé pour Day by Day et j'y suis toujours depuis. Voilà. Parfait, bah, merci beaucoup Valérie. Alors, comme vous le disiez Valérie, Day by Day fournit des idées de trading. Donc justement, vous allez voir dans la prochaine slide, vous avez un QR code que vous pouvez scanner. Donc vous pouvez le faire avec votre smartphone par exemple, et ça va vous permettre de vous inscrire à ces idées de trading qui sont vraiment très performantes. Donc profitez-en hein, puisque c'est un service auquel vous avez droit gratuitement en tant que client IG et un accès privilégié. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Alors, bien sûr, c'est des idées sur les produits turbo, mais finalement, une fois qu'on a le nom du sous-jacent en question, on peut très bien appliquer cette idée au CFD ou aux options barrières, par exemple. Hein. Donc, il ne faut pas vous bloquer par rapport à ça. Voilà. Eh bien, écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et n'oubliez pas, vous utilisez la bulle avec le point d'interrogation. Comme ça, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation. On a la chance d'être accompagné d'une experte. Donc, vraiment, profitez de ce temps pour poser vos questions. Oui, et donc je vais commencer ma présentation, mais je vous préviens tout de suite, il y a un ensemble de points que je vais mettre en avant, mais ce que j'aimerais, c'est que vous profitiez de ce que je dis pour réfléchir à des cas de marché auxquels vous avez été confrontés et que vous aimeriez que l'on voit ensemble sur justement des signaux ou des faux signaux, puisqu'on est là pour traiter avant tout des faux signaux que vous avez pu subir et peut-être que, enfin, qu'on peut voir ensemble comment est-ce qu'il était possible de les éviter parce qu'on peut pas tous les éviter et comment je vous aurais proposé d'envisager ce graphique, de décrypter l'analyse de la valeur qui vous intéressait. Donc, euh,
je propose avec IG toute une série de webinaires qui sont sur l'analyse technique, donc sur l'analyse de la dynamique de prix, hein, avant tout, pas tellement sur les indicateurs que j'utilise assez peu, bien qu'aujourd'hui on va un petit peu les utiliser. Cette dynamique de prix, quand on lit les livres d'analyse technique, on vous dit que l'avantage, c'est qu'on peut suivre des signaux. Et on vous donne un ensemble de signaux qui peuvent exister. Alors, on vous dit qu'il y a des signaux sur les indicateurs. C'est vrai qu'il y a des indicateurs qui peuvent donner des signaux, mais il y a aussi beaucoup de signaux sur les prix. Donc, franchir une résistance, enfoncer un support, déclencher un double top, une tête-épaule. Donc, vous avez toute la famille des figures d'analyse technique qui donnent des signaux quand les niveaux clés sont franchis. Alors, on ne va pas voir ensemble quelles sont ces figures, hein, je vais faire l'hypothèse que vous les connaissez, mais le problème de ces figures, mon expérience à moi, et j'imagine la vôtre aussi si vous utilisez de façon, si vous essayez d'utiliser de façon régulière l'analyse technique, c'est qu'il y a quand même beaucoup de faux signaux. Un faux signal, c'est un niveau qui est franchi. Donc, on pense qu'on va avoir un certain mouvement qui va suivre, et finalement, le niveau est réintégré et il se produit le mouvement inverse à celui qu'on anticipait sur une durée plus ou moins importante. Ça peut être pendant quelques périodes. Donc, si vous regardez un graphique en base quotidienne, que vous avez un signal, bah parfois le mouvement en sens inverse, il va durer 2-3 jours, mais ça peut aussi être 3 mois ou 3 ans. Parfois, c'est juste le point auquel il aurait fallu acheter et hop, vous avez eu un signal de vente ce jour-là. Donc là, par exemple, je vous ai mis un beau gros faux signal. C'est sur le CAC 40. On a là le mois de juillet 2022. Attendez un petit peu que je ne dise pas de bêtises. Janvier 2022, à peu près à gauche de mon graphique. Est-ce que vous voyez ma souris quand je la bouge? Oui, j'ai l'impression que vous la voyez. Donc, le mois de janvier 2022, à peu près à cet endroit-là. Et puis, on a une baisse pendant l'automne. Et au mois de septembre, eh bien, on a le CAC 40 qui vient enfoncer un support qui était, je vais l'arrondir à 5755, qui avait été testé au mois de mars et puis au mois de juin. Donc, on avait eu 2 tests de ce support, on est venu se reposer dessus et boum, on l'enfonce. Et on passe en dessous, on y reste pendant une semaine, quasiment, hein, 5 jours de bourse, avant de le réintégrer, de revenir le tester et de repartir à la hausse. Donc ça, typiquement, c'était un énorme faux signal parce qu'en fait, le CAC, il a beaucoup monté derrière. C'est pas juste une semaine ou 2 semaines de faux signaux, c'est un énorme faux signal qui a été donné. Donc, il y en a des moins graves que ça, mais c'est bien de soit les éviter complètement, soit y réagir suffisamment vite pour limiter les dégâts quand ils se produisent. Alors, d'abord, ce que vous avez pu lire, j'imagine, dans les livres, ce que vous entendez dire régulièrement, c'est que quand on a un signal technique, il faut attendre un certain nombre de périodes avant de tenir compte de ce signal. Donc, pour éviter les faux signaux, hein, bien entendu. Donc, c'est sûr que si le signal est donné et puis que on vous dit, bah attendez 3 jours pour voir si pendant 3 jours le signal est confirmé, on a une probabilité que le signal soit correct qui va nettement s'élever, c'est vrai, bien que vous avez vu dans l'exemple précédent, au bout d'une semaine, on était toujours sous le niveau et pourtant après on l'a réintégré. Donc souvent le chiffre qui est donné c'est 3 jours, hein, mais il n'y a pas de règle absolue, il n'y a aucun test qui vous soit présenté en vous disant ce qui se passe au bout de 3 jours, 2 jours, 5 jours, etc. Mais bien entendu, vous comprenez bien aussi que si c'est un bon signal et que vous attendez pendant 3 jours, bah, les cours ils vont aller dans le sens attendu et vous allez regarder l'évolution des cours. Donc c'est pas très intéressant parce que ça va diminuer votre gain potentiel, hein, puisque vous allez entrer à un niveau plus élevé à l'achat ou plus bas à la vente.
On vous propose aussi de prendre une marge de sécurité autour du niveau, donc d'avoir une espèce de bande en pourcentage selon les actifs potentiellement, mais on vous donne pas tellement d'indications supplémentaires, hein. Quel pourcentage de marge est-ce qu'il faut envisager autour d'un niveau? Alors on comprend bien sûr intuitivement que c'est lié à la volatilité du sous-jacent qui est analysé. Si vous analysez Nvidia, par exemple, qui bouge facilement de 5% par jour, vous allez prendre une bande nettement plus large que si vous analysez l'euro-dollar, qui, quand il bouge de 1%, c'est quand même un peu un événement. Mais c'est tout, on vous en dit pas plus. Et là encore, ça veut dire que vous n'allez pouvoir mettre en place votre stratégie de trading qui découle du signal qu'à un niveau qui sera moins intéressant. Donc, ces méthodes de filtre, d'abord, moi, je n'ai jamais été convaincue de leur efficacité absolue parce que il y a des tas de faux signaux qui peuvent durer, être amples et néanmoins réintégrés, etc. Et d'autre part, ça diminue beaucoup le potentiel de gain et en fait, ça augmente même le potentiel de perte, mais on va pas pour le moment discuter de ça. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Déjà, je veux vous rappeler un truc qu'on a tous tendance à oublier, parce que si vous êtes un trader et vous êtes installé derrière votre écran, en fait, dans la journée, vous attendez d'avoir un signal. Vous attendez de pouvoir ouvrir une position sur quelque chose qui vous intéresse et vous vous êtes dit, tiens, là, j'ai une configuration. S'il se passe ça, alors je vais vouloir faire ça. Et le s'il se passe ça, eh bien, n'oubliez pas qu'un signal n'est validé qu'à la clôture de l'horizon de temps que vous utilisez sur votre graphique. Donc, par exemple, ici, un autre exemple sur le CAC 40 qui date du début d'année, enfin du printemps. On a un CAC 40 qui montait et on avait ici un support à 7908,50 qui était le précédent point bas. Il avait été testé à plusieurs reprises. Ce support, on est revenu se poser dessus au cours du mois d'avril et vous voyez que on l'enfonce quelques jours, enfin on l'a testé 2 fois de suite, hein, d'ailleurs au mois d'avril, et on l'enfonce. En fait, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez correctement sur votre écran, s'il est suffisamment grand, mais on a une ouverture en dessous du support, alors que la clôture va se faire au-dessus du support. Quand on regarde exactement le même graphique, mon trait de support à 7908,50, il est là aussi, mais là c'est le graphique en clôture quotidienne, eh bien, ce signal qui en fait aurait eu lieu à ce moment-là, hein, c'est ce cours-là, ce signal, il n'a jamais eu lieu en cours de clôture. Et c'est bien un truc qu'on a tendance à oublier, c'est que le matin, on arrive, on voit que on ouvre en baisse avec un gap, parce qu'on a ouvert avec un gap, hein, bien entendu, vu que le cours d'ouverture était ici. Et on se dit, ah bah ok, ça va décaler à la baisse, et paf, on vend. Et le soir déjà, on a tort, et on ne sait pas très bien que faire, et pendant combien de temps on peut avoir tort, etc. Donc ouvrir une position et avoir tort tout de suite, c'est pas facile du tout. Donc ça, c'est vraiment une règle que je vous rappelle, c'est pas un truc que je vous propose, quel qu'il soit, c'est que la règle, c'est que le signal n'est donné que à la clôture de la période. Hein. Donc, si vous utilisez un graphique quotidien à la fin de la journée, vous devez attendre le cours de clôture. Si c'est un graphique en base horaire, vous devez attendre la fin de l'heure. Si c'est un graphique en base hebdomadaire, la fin de la semaine, etc. Alors, bien entendu, un des travaux du trader, ça va être d'essayer pendant la journée d'évaluer s'il a une possibilité d'entrer avant d'attendre la fin de la journée. Hein. Ça sera une des questions que vous aurez à vous poser. Mais il faut bien que vous ayez en tête que si vous traitez pendant la journée, vous prenez un risque de faux signal. Donc c'est un risque, c'est pas grave de prendre des risques. Si vous prenez pas de risque sur les marchés financiers, vous ferez jamais rien parce qu'on prend toujours un risque. Mais
il faut adapter sa stratégie à ça. C'est-à-dire que peut-être que vous n'allez ouvrir qu'une portion de la position que vous envisagez d'ouvrir en fin de journée. Peut-être que vous pouvez vous dire que à l'ouverture, si vous avez un gap baissier, vous ouvrez un tiers de la position. Si vous avez un gap baissier, vous avez quand même une probabilité très forte d'avoir un pullback. Un pullback, c'est le fait qu'on revienne tester le niveau qui donne le signal. Donc, si on ouvre sous le support et qu'on baisse après l'ouverture, eh bien, on va avoir un pullback ici sur ce qui est devenu une résistance, à partir du moment où on est passé en dessous. Donc, vous pouvez potentiellement vous dire que vous ouvrez une deuxième partie là, mais que c'est seulement le soir que vous allez terminer votre position ou alors complètement l'invalider. Il faudra que vous ayez décidé de ce qui vous invalidez votre position au moment où vous l'ouvrez, ou peut-être diminuer la taille de la position. Mais en tout cas, il va falloir que vous gériez de façon dynamique la possibilité de faux signal, et il faut que vous en soyez conscient de cette possibilité de faux signal. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que au moment justement du signal, il va falloir que vous vérifiez sur des horizons de temps supérieurs ou inférieurs, voire les deux, si vous avez un mouvement qui est beaucoup trop tendu et qui a peu de chances de se poursuivre, ou si au contraire, vous avez encore de la place sur les horizons de temps différents. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, je pense que c'est toujours le CAC à un moment différent, puisque ici, donc, c'est pas l'élection de Trump. L'élection de Trump, elle est là. Je sais plus ce qui s'est passé à la fin du mois de septembre. Mais on avait une résistance à 7746, 0,6 pour être précis, qui correspondait à ces sommets ici, qui correspondait peut-être aussi d'ailleurs à une petite résistance précédente, mais en tout cas c'était les précédents sommets. Et on voit que on a un signal avec toute la journée de trading qui se fait au-dessus du niveau. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était vous devez attendre la fin de la journée pour ouvrir la position, vérifier que le signal est confirmé. Donc là, à la fin de la journée, on clôture bien au-dessus de 7746. Donc, on a ce qu'on appelle en analyse technique un signal haussier qui va nous inciter à acheter. Alors, pour la première chose à regarder, c'est déjà en intraday. Donc, si vous êtes ici sur un graphique quotidien, je vous propose de regarder un graphique en base 120 minutes, à la rigueur 60 minutes, mais entre 120 et 60 minutes. Et utiliser un indicateur de momentum, donc par exemple le MACD, mais ça peut être aussi le RSI, ça peut être l'ADX, enfin ça peut être, peu importe l'indicateur de momentum que vous utilisez, il faut que ce soit un indicateur auquel vous êtes habitué et que vous sachiez correctement déchiffrer. Donc cet indicateur de momentum, si au moment où on donne le signal, on est déjà en zone de surachat, ça vous dit quand même que votre probabilité pour que, à la suite du signal, l'accélération haussière se poursuive est relativement faible. Ce qui peut vous intéresser, ce qui vous aurait intéressé, par exemple, c'est celui-ci de signal qui n'était pas très clair parce qu'on était encore en dessous de ce sommet, mais vous voyez qu'un petit peu plus tôt, là, quand on a ouvert ce gap, on avait un MACD qui n'était pas encore suracheté. Mais quand on arrive là, donc ça, c'est au moment où on réintègre, mais juste quelques sessions auparavant, on est quand même déjà dans une zone de surachat sur le MACD. Donc, ça a plutôt tendance à vous dire que peut-être qu'il faut patienter un petit peu. Je ne vous montre pas le graphique en base hebdomadaire parce que en base hebdomadaire, en fait, on a un graphique. Enfin, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire de l'analyse technique ou pas, mais quand vous comparez cette hausse-là à cette hausse-là, elle est beaucoup plus petite que celle-là, donc de toute façon, on ne peut pas être en zone de surachat. Donc votre indicateur hebdomadaire, il n'est pas encore suracheté, il a été très survendu au cours du mois d'août, il est en train de se reprendre, mais il est loin d'être dans zone de surachat. Donc là, vous aviez juste un truc quand même, c'est que un petit moins
à ce signal. C'était pas forcément un énorme moins, mais c'est un petit moins qui vous dit déjà, bon, peut-être que tu as intérêt à attendre demain, parce que finalement, on est en train de franchir ce niveau-là, mais on avait précédemment franchi ce niveau-là, donc peut-être qu'il va falloir revenir tester le précédent sommet avant de repartir à la hausse. Hein, vous voyez, vous. Et puis ici, on a un gros gap déjà, donc peut-être que c'est le gap qu'il va falloir revenir tester pour dégonfler ce surachat avant de pouvoir repartir à la hausse. Donc ça vous dit d'attendre. Et en fait, si vous attendez, et le lendemain, vous constatez l'énorme barre noire, l'énorme bougie noire, hein, parce que là, vous voyez, on ouvre sur la résistance et on clôture tout en bas de la séance. Donc, on a ici, sur 3 jours, une grande barre noire, une grande barre blanche, pardon, un gap, une grande bougie blanche, une petite bougie blanche au-dessus de la résistance qui dit hé, attrapez-moi parce que je vais monter, et boum, on remonte, on redescend avec une grande bougie noire. C'est quand même un signal assez détestable. Donc en fait, si vous vous étiez juste abstenu en vous disant je vais acheter un petit peu plus bas et que vous voyez que on ouvre sur la résistance et on commence déjà à baisser sec, vous avez un risque de faux signal qui déjà est extrêmement important. Voilà ce qui se passe hein, sur l'ouverture. Vous voyez que on baisse énormément. Donc vous auriez pu néanmoins vous dire bah, je vais acheter là en haut du gap. Donc vous achetez en haut du gap. Mais si vous achetez un gap, vous savez que si le gap vous êtes sur un signal très court. Si le gap est clôturé, c'est pas extraordinaire. Puis en plus, c'est un gap qui est un gap intraday. C'est pas un gap. Enfin, si, pardon, c'était le gap daily aussi ici. Donc, il fallait que vous vous coupiez si on clôturait le gap. Donc, vous diminuez un petit peu la perte à laquelle vous faites face si déjà vous n'êtes pas entré au plus haut ou tout près du plus haut en vous disant qu'il valait mieux patienter. Donc, il n'y a pas, je ne vais pas vous présenter de méthode miracle, hein, vous allez voir qu'il y a plein de petites choses qui vont vous permettre d'éviter de faire des grosses bêtises ou de diminuer la taille des bêtises. Parce que des bêtises, on en fait tout le temps et toute sa vie. Il n'y a aucun moyen d'éviter de perdre de l'argent sur les marchés financiers. Ce qui compte, c'est que vous en perdiez peu quand vous en perdez et que vous en perdiez le moins souvent possible, bien entendu. Mais on ne va pas pouvoir éliminer complètement les faux signaux. Donc, première règle, attendre la clôture de la période. Deuxième règle, vérifier le surachat ou symétriquement, si c'est un signal de vente, la survente sur des horizons de temps différents. Alors, autre chose, il y a des valeurs qui avancent en crabe. En tout cas, pendant des périodes relativement longues. Mais ça, il faut juste regarder attentivement. Quelle que soit la valeur que vous voulez traiter, prenez toujours le temps de regarder tout l'historique qui est disponible. Tout. Je veux dire, vous devez mettre historique maximum, sauf si vous connaissez déjà très bien la valeur et que vous avez le graphique en tête, bien entendu. Mais si c'est la première fois ou bien si vous la connaissez mal, regardez toujours tout l'historique, puis après un petit peu moins, et jusqu'à arriver à l'horizon de temps qui vous intéresse. Parce que quand on voit, par exemple, cette valeur Visa, qui est une valeur qui est en tendance haussière, hein, Visa, si vous êtes actionnaire de Visa moyen ou long terme, c'est une bonne affaire. Là, j'ai pris un vieux graphique parce que vraiment, c'est une période pendant laquelle elle a été super enquiquinante. Vous voyez qu'elle fait un nouveau sommet, boum, elle réintègre. Et puis, elle vient enfoncer le support. Elle remonte, elle redépasse le sommet, donc elle dépasse le sommet ce jour-là, et le plus haut qu'elle fait derrière, il est à peine supérieur. Et paf, elle rebaisse. Et elle rebaisse quand même assez profondément. Elle ne va pas enfoncer le précédent point bas, hein, cette fois. Elle reste au-dessus du précédent point bas. Mais on ne sait pas très bien où elle s'arrête. C'est pas ce point bas-là, c'est pas ce point bas-là. Enfin, ça s'arrête un petit peu n'importe où. Et elle repart à la hausse. Le premier jour où elle clôture au-dessus de la résistance, c'est ce jour-là. Elle revient s'appuyer dessus, ça a l'air pas mal, et elle monte un petit peu. Le signal là est d'un petit peu meilleure qualité, mais néanmoins, on réintègre. Et alors là, il y a
signal à nouveau qui est un peu brouillé, hein, vous voyez, mais quand même moins. Et puis là, à nouveau, tout en haut, le dernier faux signal avant la grande baisse, déclenchement d'un double top, etc. Donc c'est quand même une valeur. Quand vous voyez ça, c'est pas qu'il faut pas la traiter, c'est que si vous la traitez, vous ne la traitez surtout pas au moment où elle franchit sa résistance. Vous allez attendre, je peux pas bien vous dire quoi, hein, moi je sais pas traiter ça, mais vous allez en tout cas attendre que la valeur elle est nettement corrigée pour l'acheter moins cher, parce qu'il faut surtout pas l'acheter au moment où elle franchit sa résistance. C'est pareil sur Exxon. Ça, c'est un graphique qui est à jour. Euh, Elle est quasiment intraitable, Exxon, de façon continue. C'est vraiment une valeur sur laquelle moi je trouve qu'il ne faut pas la toucher, parce que elle n'arrête pas de monter, descendre et de faire des faux signaux. Voilà, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, c'est juste une constatation. Donc, regardez les valeurs avant de les traiter et vérifiez comment elles avancent. Parce que ce que vous voulez pour traiter, c'est des valeurs qui avancent avec des escaliers le plus possible, alors que là, il n'y a aucun escalier, hein. Un escalier, c'est quand c'est ce qu'elle fait ici. Vous franchissez, boum, vous revenez prendre appui dessus et normalement, vous avez une forte probabilité pour que ça reparte à la hausse. Sauf que c'est pas le style de Visa, mais il y a des valeurs qui font ça de façon assez régulière. Alors, un truc qui est très important, notamment sur les devises, mais que vous pouvez aussi adapter sur les actions et sur les indices, c'est de vérifier votre signal sur une valeur corrélée. Sur les devises, ça marche bien. Par exemple, si vous vous dites que vous voulez traiter l'euro-dollar à un moment donné, alors là, on est sur un graphique, enfin deux graphiques qui sont en données horaires. Et vous voyez ici, par exemple, que l'euro-dollar vient franchir une résistance, mais il la réintègre. Alors, déjà, il n'a pas clôturé la période au-dessus de la résistance, hein, donc c'était la première chose qui faisait penser que c'était pas forcément un signal très intéressant. Bon, ensuite, on aurait pu se dire que le bon niveau de résistance, il était juste au-dessus, auquel cas le franchissement, il était vraiment limité. Mais surtout, là, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que donc vous voyez que le moment où on a le signal, c'est pas la barre actuelle, c'est la barre précédente. Bien entendu, j'ai pris les graphiques au même moment. Ben, la barre précédente sur le dollar suisse. Alors bien entendu, ils évoluent en sens inverse, hein, puisque là c'est dollar franc suisse, alors que là c'est euro dollar. Donc un signal haussier sur l'euro dollar, ça correspondrait à un signal baissier sur le dollar suisse. On l'a pas eu, ce signal baissier sur le dollar suisse. Pourtant, on a des configurations qui sont relativement proches, hein. Vous voyez qu'on a ici plusieurs tentatives de retournement. Et là, on essayait de faire une tête-épaule. D'ailleurs, je me demande si on n'a pas... non, on l'a pas faite après. On est reparti à la hausse, effectivement. Et là, on est reparti légèrement à la baisse. Voilà, donc pas de signal là, un signal là. Il faut que vous vous dites que c'est un signal faible, c'est pas le meilleur des signaux que vous voulez traiter. Sur les devises, les paires qui sont face au dollar, vous avez quand même un choix phénoménal de paires. Vous pouvez vérifier ce qui se passe alors en termes de devises proches, vous pouvez au moins avoir l'euro-dollar, le dollar suisse et le sterling, le câble, le GBP USD. Toutes les trois, elles évoluent en rythme cohérent. Si vous voulez traiter l'AUD USD, l'Australian dollar, vous allez le comparer à ce qui se passe simultanément sur le New Zealand dollar, le kiwi, ou sur ce qui se passe sur le Canadian dollar, le loonie. Ces trois-là, elles évoluent aussi de façon tout à fait cohérente. Le dollar yen, il peut avoir sa vie un peu à lui, hein, parce que la Banque du Japon, elle a, enfin, on est sur des économies qui sont un petit peu moins intégrées, mais il faut que vous ayez comme ça des paquets, hein, où vous vous dites, tiens, signal là-dessus, est-ce que j'ai le même signal ailleurs? Si vous ne l'avez pas, méfiance. Si vous avez à peu près au même moment dans la même barre le même signal, alors là, vous avez un signal qui est a priori nettement plus valable. On a eu la même chose entre
deux paires qui sont nettement moins corrélées d'habitude, et c'était assez étonnant. Mais vous aviez ici l'euro-dollar qui essayait de partir à la hausse. Bon, vous voyez ici le signal fin septembre, début octobre. Et fin septembre, début octobre, en revanche, sur le dollar réal, on n'avait pas le signal symétrique à la baisse. Le dollar réal, pourtant, vous voyez qu'il est en train de former une tête-épaule. Donc, il donnait vraiment l'impression, tout était prêt pour que ce marché se mette à baisser. Et en dépit de cette grosse figure de retournement qui attendait d'être déclenchée, donc il y avait forcément des gens qui pensaient qu'ils allaient avoir la baisse du dollar, ça aurait dû donner lieu donc à cette hausse de l'euro, eh bien, on a un franchissement sur l'euro et on n'a pas la baisse face au réal. Voilà. Donc là aussi, on a c'est une sorte de divergence entre deux paires qui évoluent quand même, qui donnent les signaux souvent au même moment. C'est bien entendu pas du tout les mêmes tendances parce que le dollar réal, il est très fortement haussier, mais le signal concomitant, il est quand même intéressant. C'est juste la simultanéité qui nous intéresse. Hein. C'est pas la tendance, la forme, etc. C'est la simultanéité. Alors là, je vous les montre sur des devises, parce que c'est assez facile. Vous pouvez aussi raisonner de cette façon-là entre des indices à peu près cohérents. Donc, vous allez vous poser la question de est-ce que j'ai un signal équivalent entre l'Eurostoxx 50, le CAC et le DAX. Le CAC et le DAX, ce sont les deux indices qui sont les plus représentés dans l'Eurostoxx 50. Donc, si vous n'avez pas un signal simultané sur ces trois indices, c'est pas un signal aussi intéressant que si vous l'avez. Vous pouvez regarder, bien entendu, le S&P par rapport le S&P 500 par rapport au S&P 100, par exemple, par rapport au Dow Jones, mais là aussi, il est un petit peu différent, Dow Jones, mais S&P 500, S&P 100, et avec le Nasdaq. Vous pouvez après faire la même chose entre des valeurs qui évoluent de façon relativement corrélée. Par exemple, si vous voulez traiter dans le secteur automobile, BMW et Mercedes, c'est pas très très différent. Volkswagen et Porsche, c'est relativement proche. Donc, cherchez comme ça des couples qui vous permettent de valider si les deux font la même chose ou pas. Parce qu'en fait, si les deux font la même chose, ça veut dire que vous avez un mouvement de marché qui est en train de se déclarer. S'il y en a qu'une qui fait quelque chose, c'est que vous avez un mouvement sur la valeur. Et un mouvement sur la valeur, ça peut pas avoir la même amplitude qu'un mouvement de marché. Je parle de probabilité, bien entendu. Il y a des cas où une valeur, un jour donné, donne un signal énorme parce que on déclare une OPA sur la valeur, ou parce que le PDG part, ou parce qu'il y a des résultats qui sont complètement en dehors de ce qui était attendu, etc. Mais en général, si les résultats sont complètement attendus, les concurrents, ils vont se dire, ouh là là, si elle fait ça, alors en tant que concurrent, il va se passer la même chose sans doute. Donc, les raisonnements, ils sont d'autant plus forts que vous avez un signal sur un indice, sur un secteur, sur des valeurs concurrentes et sur la valeur qui vous intéresse. D'accord? Alors, le truc peut-être le plus important, c'est de vérifier le sens du signal par rapport au sens de la tendance. Vous avez là un graphique sur eBay en 2022. eBay baissé, mais enfin vous voyez, alors pour le coup c'était une bonne valeur à vendre parce que je vous parlais des escaliers tout à l'heure, ben là elle descend les escaliers eBay. Quand elle enfonce un support, elle enfonce ce niveau-là, elle baisse franchement et quand elle rebondit, en fait elle vient même pas tester le précédent creux. Puis elle enfonce encore un support, ce support-là, elle rebondit, elle n'approche même pas la précédente résistance. Elle enfonce un support, elle rebondit, ah là,
elle fait un peu mieux, elle va chercher la résistance précédente. Mais là, elle enfonce le support, elle rebondit, elle vient tester la résistance. Donc vous voyez qu'à plusieurs reprises, elle a eu cette dynamique en escalier qui est le témoignage, c'est ce qu'on appelle une polarité, hein, cet escalier, une polarité baissière dans ce cas-là, et c'est le témoignage d'une tendance qui est forte à la baisse. Et là, tout d'un coup, eBay, elle nous dit en 2022, je voudrais monter, moi. Je suis en train de me retourner à la hausse. Alors, vous pouvez essayer d'y croire, mais les valeurs qui baissent tout le temps, c'est très rare que le premier signal d'achat qu'elle donne soit le bon. Parce que là, c'était le premier signal d'achat. Hein. Ici, c'était vraiment pas très intéressant parce qu'en fait, quand on analyse une tendance, on s'intéresse au franchissement. Pour retourner la tendance baissière, il faut venir franchir la dernière résistance qui a permis de créer un nouveau point bas. Ok, donc le dernier point qui a permis d'arriver à un point bas, c'est celui-là. Ici, on a une reprise, mais vous voyez que ce point-là, il ne permet pas d'aller à un nouveau point bas. Donc ce point-là, il ne nous intéresse pas. C'est pas parce qu'on le dépasse qu'on a un signal d'achat qui est intéressant. C'est ce point-là qui comptait. Et ce point-là, on vient le franchir, on clôture au-dessus de ce niveau. C'est ici, attendez un peu, pardon. Ce cas-là, je ne sais plus à quel endroit il se présente. Pourtant, il est sur mon graphique. Mais si, ça doit être celui-là. Oui, c'est ça. Ça doit être. C'est ce moment-là sur ce graphique-là. Bon, mais en tout cas, elle refait la même chose, vous voyez, un peu plus tard. Elle réintègre et elle franchit et elle réintègre. Donc, valeur. Donc, c'est ce qu'on appelle une valeur faible. On a fait un webinaire sur comment accroître sa probabilité d'avoir raison, je crois que ça s'appelait, dans lequel justement j'ai expliqué ce principe de valeur forte et de valeur faible. Et je disais qu'il fallait éviter de traiter les valeurs faibles à l'achat, les valeurs fortes à la vente. Et eBay, elle était encore très très loin de ses sommets en 2023, alors que le S&P 500, il était sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc c'est une valeur qui est faible, chroniquement faible, et elle n'a pas deuxième fois qu'elle donne un gros faux signal ici. Alors en fait, voilà, là j'ai concentré l'évolution d'eBay. Voilà la baisse avec la première tentative de retournement ici. Une deuxième tentative. Encore une fois, on s'approche de la résistance. Et vous voyez à chaque fois, le principe, c'est que sur une valeur faible, le faux signal, il vous fait rechuter très, très violemment. Donc, il faut simplement pas suivre, il ne faut pas acheter les valeurs faibles. Enfin, il ne s'agit même pas de savoir s'il y a un signal ou pas, ça doit être une règle absolue parce que la probabilité pour qu'un signal d'achat sur une valeur faible soit un faux signal, elle est énorme. Vous ne pouvez pas savoir, j'en vois tout le temps. Parce que je suis quand même beaucoup de valeurs, on analyse continuellement énormément de valeurs. Et sur les valeurs faibles, il y a énormément de faux signaux. Donc en fait, sur les valeurs faibles, il faut juste s'interdire de les acheter. Il faut trouver une autre idée. Il vaut mieux acheter une valeur forte chère qu'une valeur faible pas chère. Voilà, donc au bout de... donc ça, c'est début 2022. Au bout de 2 ans, elle a réussi à retourner sa tendance et à partir dans une tendance haussière. Mais ça lui a pris 2 ans et donc il y avait plein d'autres choses et plein d'autres opportunités que vous auriez pu saisir pendant ce temps-là. Voilà, un autre exemple, là, à l'opposé, sur Nvidia. Nvidia, valeur extrêmement forte, qui peut paraître très tentante, parce que là, vous voyez, on dirait qu'on a une tête-épaule. Et le problème, c'est que c'est une tête-épaule, donc c'est quelque chose qui nous donnerait un signal de vente, hein, le jour où on franchit ici. Il y a des gens pressés qui auraient tracé une ligne de coup comme ça, en biais, et pensant avoir le signal de vente plus tôt. Mais comme c'est une valeur forte, eh bien, la seule façon de se protéger contre les faux signaux, c'est juste de s'interdire de vendre les valeurs fortes.
Vous devez vous interdire d'acheter les valeurs faibles et vous interdire de vendre les valeurs fortes. Parce que il n'y a aucun moyen de savoir si ça va être un vrai signal ou un faux signal. Bien entendu, un jour, Nvidia donnera un vrai signal de vente. Ça sera peut-être suite à une tête-épaule, ça sera peut-être suite à un double top. Je ne sais pas si vous connaissez la valeur Eli Lilly, par exemple, ou Novo Nordisk. C'est Eli Lilly, c'est aux États-Unis, Novo Nordisk, c'est au Danemark. Ce sont deux sociétés pharmaceutiques qui ont toutes les deux sorti des médicaments qui sont utilisés contre l'obésité. Et donc, le marché de l'obésité est tellement énorme que leur cours de bourse a absolument mais explosé. Elles ont monté de façon phénoménale pendant je ne sais plus combien de temps, 3 ans peut-être. Euh, et là, elles viennent toutes les deux de faire des têtes-épaules qui ont causé des baisses. Maintenant, combien de temps ça va baisser, je ne sais pas, mais bien sûr que même les valeurs fortes, un jour, donnent des signaux de vente, excusez-moi. Sauf que vous allez avoir plein de faux signaux avant d'avoir un vrai signal. Voilà. Donc, moi, je m'interdis, c'est un truc, c'est juste le trading. Mon expérience, c'est que il y a l'analyse technique, mais il y a surtout les règles que vous vous fixez. Et ces règles, elles sont là pour vous empêcher de faire des grosses pertes. Donc, tous les cas que vous répertoriez dans votre histoire de trading et dans lesquels vous avez fait une grosse perte, vous devez passer du temps, comprendre ce qui vous a fait perdre de l'argent. Et si ça vous arrive plusieurs fois de perdre de l'argent dans des conditions identiques, vous devez vous souvenir que vous n'avez juste pas le droit, c'est une interdiction absolue, de traiter ce type de choses. Ben, moi, dans ma liste d'interdictions absolues, il y a de vendre des signaux sur des valeurs fortes. Voilà. Vendre un signal de vente sur une valeur forte, j'ai pas le droit. Si je pense qu'il faut vendre Nvidia, ben je vais aller voir si sur un semi-conducteur faible, sur Intel par exemple, qui est très faible par rapport, est-ce que j'ai un signal de vente sur Intel et je vais plutôt vendre Intel que vendre Nvidia. Parce que Intel, quand le Nasdaq baisse, Intel baisse beaucoup plus souvent qu'Nvidia. Voilà. Et ce qui va compter dans ces cas-là, c'est pas de combien elle peut baisser Nvidia. Parce que bien sûr que Nvidia, comme elle a beaucoup monté, vous vous dites, oh ben, si elle baisse, elle va beaucoup baisser, je vais gagner beaucoup d'argent. Sauf que vous oubliez de mesurer la probabilité pour qu'elle baisse. Cette probabilité pour qu'elle baisse, elle est très faible. Alors que sur Intel, bah, Intel, le montant de baisse, il est beaucoup moins important parce que elle a beaucoup moins monté. Donc, vous n'avez pas l'élasticité qui va se défaire. Mais en revanche, votre probabilité d'avoir raison, elle est beaucoup plus élevée. Voilà, donc ne jouez pas les signaux de contre-tendance spécifiquement sur les valeurs qui sont fortes. Donc, les faux signaux, vous pourrez jamais les éviter. Je vous ai proposé un ensemble d'éléments que vous pouvez mettre en place qui vont vous permettre d'en éviter certains ou donc en vous faisant réfléchir à 2 fois. Et quand vous voyez que l'image n'est pas parfaite, parfois il faut quand même oser y aller, mais il faut que vous y alliez avec une stratégie qui va être adaptée à ce risque nouveau que vous prenez. C'est pas juste un signal de qualité que vous êtes en train de suivre, c'est un signal sur lesquels il va falloir que vous réagissiez plus vite, il va falloir que vous vous coupiez plus tôt. Voilà, il faut que vous trouviez un moyen de vous protéger supplémentaire si votre signal il coche pas bien toutes les cases, à savoir ne pas être suracheté en horizon de temps supérieur, en horizon de temps inférieur, être dans le sens de la tendance, être confirmé par d'autres valeurs, le marché, le secteur, etc. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà? Maëva, est-ce que tu vois des questions? Non, écoute, pas de questions pour le moment. Ok. Est-ce que vous avez des valeurs sur lesquelles vous aimeriez que on jette un œil ensemble parce que Voilà, c'est le moment. Si vous avez justement eu des faux signaux qui ont pu vous poser problème, eh bien,
Vous allez pouvoir analyser ça avec Valérie. Alors, on me dit oui sur les indices, le S&P 500, donc US 500 sur ProRealTime. Alors, à la personne qui a dit bonsoir, oui les indices, est-ce que vous auriez des indications à nous donner pour qu'on puisse analyser un indice en particulier qui vous a posé problème? Et voilà, Dow Jones. Ok, Dow Jones et S&P 500 pour le moment. Alors, qu'est-ce que vous vous demandez quoi sur le Dow Jones ou le S&P 500? Est-ce qu'il y a un moment dans le passé où vous voulez qu'on revienne ou est-ce que vous voulez savoir quel diagnostic on peut faire aujourd'hui? Alors, pour la personne qui a noté Dow Jones, il nous a dit il a atteint son plus haut. Donc, c'est Ah bah, peut-être à ce moment-là, il a atteint son plus haut historique. Voilà. Alors, alors, du coup, quel est le faux signal que vous auriez identifié? À quel moment vous avez rencontré des difficultés? Si vous pouvez nous apporter plus de donc, précision. vous vous demandez si ça c'est un faux signal. Est-ce que c'est si le sommet qu'on a eu là, si c'est un faux signal ou pas? C'est ça? Alors, j'ai eu un oui. Ok. Alors, qu'est-ce que je vous ai proposé comme élément méthodologique? Première chose, je vous ai dit, on va regarder si le signal il est confirmé en cours de clôture. Donc, en cours de clôture, oui, clairement, le signal que l'on a eu le 6 novembre, quand on a eu le résultat des élections de Donald Trump, il a été confirmé. Deuxième chose, je vous ai dit, on va regarder si le signal il est confirmé sur d'autres valeurs. Donc, le tech, tu as un tech 100, voilà, US Tech 100. Voilà, on a le même signal sur le US Tech. Le Dow Jones, tu l'appelles, bon, voilà, le Dow Jones, il est là. On a eu le même signal sur le Dow Jones, donc Wall Voilà, Street c'est Wall Cash. Street. Voilà. Voilà. Donc, déjà, tout ça, ça venait nous confirmer que on avait un signal qui était valable. Après, je vous ai dit, est-ce que vous traitez dans le sens de la tendance? Alors, que ce soit le Dow Jones, le Nasdaq ou le S&P, au moment où ce signal a été donné, eh bien, les tendances, elles étaient toujours haussières. Alors, sur le Wall Street, c'est un petit peu moins clair, mais pourtant, moi, j'ai pas eu de signal de vente sur le Dow Jones, donc je sais pas si c'est, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes cours. Retournons sur le US 500. Voilà. Donc sur le S&P, en fait, vous voyez que vous avez creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, et à chaque fois, vous restez toujours au-dessus du creux précédent, et vos sommets se succèdent en étant de plus en plus hauts. Donc, vous étiez en tendance haussière avant les élections de Donald Trump. Donc, en fait, tiens, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire un truc super important. Je me suis arrêtée, je crois, juste. Ah, mais peut-être que j'ai pas. Pourquoi j'ai pas vu mon slide? Un slide avant la fin. La meilleure façon d'éviter les faux signaux, vous savez ce que c'est? C'est de ne pas suivre de signaux. Comme ça, vous n'avez pas de faux signaux si vous ne suivez pas les signaux. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas suivre de faux signaux? Ça veut dire qu'on traite dans la tendance. Traiter la tendance, ça veut dire typiquement se rendre compte que le S&P 500, il est haussier. Et à partir du moment où vous revenez sur un support, et là, le support, bon sang, à 5670, il est juste énorme. Hein, vous voyez que c'était résistance là, résistance plusieurs fois ici. On franchit, on vient taper le support plein de fois, on remonte, on revient encore une fois sur le support. Vous n'avez pas le choix. Hein. Sur les actions américaines, vous ne pouviez être qu'à l'achat. Ça fait un temps fou. Il n'y a que au mois d'août où on a eu cet événement un peu trompeur. Mais sinon, la tendance a systématiquement été haussière. Donc, un signal de hausse dans une tendance haussière, on ne peut que le suivre. Maintenant, est-ce que finalement, on va baisser en dessous de 5675 un jour ou pas? J'en sais rien. Je vous dis, je ne sais pas éviter tous les signaux. Mais surtout, ce que je vous dis, c'est que
moi, jamais j'aurais acheté le S&P ici parce que on a déjà proposé de l'acheter là. Donc, vous voyez, quand vous avez acheté là, vous êtes super confortable et vous pouviez l'acheter là, vous pouviez l'acheter un petit peu au-dessus. Enfin, mais tous les indices américains nous disaient la même chose. Ils sont au plus haut historique, dans des tendances qui sont haussières à court terme, à moyen terme, à long terme, et on n'a pas enfoncé de support. Donc, vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit d'autre pour le moment que d'acheter les indices américains. Voilà. Après, la question que vous devez vous poser, mais là on part dans la tactique de trading, c'est à quel prix voulez-vous l'acheter? Et c'est pour ça que la méthode des signaux, c'est pas la meilleure, loin de là. La meilleure, c'est la méthode de la tendance, parce que la méthode de la tendance, elle vous permet d'acheter quand vous êtes près du support. Quand vous êtes près du support, vous savez que si vous avez tort, vous n'allez pas perdre beaucoup. Parce que le support, il est à 5675, 5670. On va pas se battre pour 15 points. Hein. Bah, si vous enfoncez et que vous allez 30 points en dessous, il faut que vous coupiez votre position parce que vous n'avez plus les bases de votre tendance haussière. Donc, vous allez perdre 1% sur ce trade alors que vous en aviez, on ne le savait pas, hein, là, vous auriez déjà pu en gagner 300. Et maintenant, aujourd'hui, vous pouvez vous dire, bon, bah finalement, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser, je suis pas sûr, etc. Vous pouvez alléger votre position en gain. Vous allégez votre position en gain, il vous en reste une partie, ça vous fait tomber votre stop loss encore plus bas. Enfin, vous avez plein de stratégies qui s'ouvrent à vous. Pourquoi? Parce que vous avez acheté, pas sur le signal, vous avez acheté pendant la consolidation. Donc, la meilleure façon de filtrer les faux signaux, c'est de choisir une tendance forte, de repérer un support ou une résistance et qui est l'invalidation de la tendance et de vous positionner quand vous êtes à une distance qui vous paraît correcte par rapport à cette invalidation. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées, Alors Maëva, ou non, pas? on avait juste une remarque. Il semble que la théorie de Charles Dow et les vagues d'Elliott soit bien visible sur le S&P 500. Mais bon, c'était plus Alors, les vagues une d'Elliott, remarque. ça, c'est chacun y voit ce qu'il veut, hein, il y a à boire et à manger, mais la théorie de Dow, oui, elle est extrêmement visible, on est tout à fait d'accord. Euh, Alors, on a une je- question sur une Ah bah date très bien, particulière. oui. Est-ce qu'il y a un faux signal sur le Dow Jones le 18 mai 2023 en daily? Alors, donc Wall Street, hein, pour Oui, Wall Wall Street, c'est Street ça. Cash. Donc en 2023, Voilà, 18 mai 2023 en daily. donc mars, 26 mai, 16 mai, 24 mai, donc le 18 mai, ça serait ce jour-là, par exemple. Hein. C'est Ouais. cette bougie-là. Hein. Je vais bien la grossir pour que vous la voyez Mhm. ici. Euh, alors, là, Ah oui. Une amorce c'est de baisse avant la hausse, c'est ça finalement. une amorce de hausse avant la baisse. Alors, là, ce qu'il faut que vous remarquiez avant tout, c'est que justement, je vais le décaler jusqu'ici parce que juin, bon, notre jour qui nous intéresse, il est là, hein, ok. Donc, si on se plaçait à ce jour-là, c'est à peu près ce que l'on verrait, ça serait ça. Hein. Et quelle est la tendance? Qui me répond? Quelle est la tendance court terme sur le Dow Jones à ce moment-là? Il n'y a personne qui répond. Personne n'ose se mouiller. Pourtant, je vois pas vos Ah, noms. Hein. consolidation, on a des réponses. Consolidation neutre. Ouais, consolidation Haussière, neutre. maintenant. Alors, Voilà. bah, haussière, pas franchement, non. Elle tente d'être haussière, mais elle n'y arrive pas. En fait, Et on a vous une avez, proposition baissière. et c'est pas franchement baissier non plus. En fait, vous avez un marché avec des sommets qui sont effectivement en baisse
et ici 2 creux qui sont déjà en baisse. Mais vous voyez, les sommets, ils sont à peine en baisse. Et en fait, là où j'ai mon curseur, vous enfoncez et on peut se dire, tiens, ça donne un signal de baisse, il y a un début de tendance baissière. Mais après avoir donné ce signal de baisse, vous voyez que vous remontez quasiment sur les précédents points hauts. Donc vous attendez, et vous voyez que ici, à nouveau, on redonne un signal de baisse. Mais après avoir donné le signal de baisse, on n'accélère pas à la baisse et boum, on remonte. Et on revient encore une fois quasiment sur les précédents sommets. Donc ça, c'est une tendance qui a tenté d'être haussière parce que ici, on avait une belle accélération haussière, hein, mais ça s'est interrompu cette accélération haussière. Et pour le moment, on n'est pas franchement baissier. Donc, on est en consolidation, on est dans ce qu'on appelle en tendance neutre. Et vous avez certainement entendu la phrase qui est « The trend is your friend », la tendance est ton ami. La tendance est ton ami, ça veut dire qu'il faut traiter dans le sens de la tendance. C'est-à-dire que vous achetez quand la tendance est haussière, vous vendez quand la tendance est baissière. Là, la tendance, elle est neutre. La tendance, elle est neutre, vous partez en vacances. Vous cherchez une action dans l'indice qui soit en tendance, mais sincèrement, mon conseil à moi, quand la tendance est neutre, vous ne touchez pas au marché parce qu'en fait, une tendance qui est neutre, ça veut dire que vous avez en gros 3 catégories de valeurs. Vous avez des valeurs qui, quoi qu'il arrive, continuent à monter tout le temps. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez des valeurs qui, quand l'indice fait ça, elles vont faire le double de hausse. Quand il va faire ça, elles vont à peine baisser. Puis l'indice, il va à peine se reprendre. Elles, pouf, elles vont à nouveau fuser. Enfin, vous voyez, donc elles vont monter et baisser en même temps que l'indice, mais elles vont amplifier les hausses et elles vont minimiser les baisses. Donc, elles vont beaucoup monter. Vous avez le contraire, vous avez des valeurs qui sont en tendance très nettement baissière. Alors, si vous arrivez à identifier celles qui sont très nettement baissières ou celles qui sont très nettement haussières, là, allez-y, traitez à l'achat sur les valeurs haussières et à la vente sur les valeurs baissières. Mais tout le reste, c'est-à-dire la majorité du marché, c'est des valeurs qui vont commencer à monter et puis tout d'un coup, paf, elles vont se retourner et elles vont se mettre à baisser. Pendant que d'autres vont faire le contraire, pendant qu'il y en a une qui monte, il y a l'autre qui baisse, etc. Donc, ce que je vous disais pour filtrer les faux signaux tout à l'heure, c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser pour comprendre la tendance. Parce que si au même moment, vous constatez que vous avez Hermès et L'Oréal qui font quelque chose pendant que Kering et Richemont font autre chose, alors elles vont pas le faire sur des durées énormes, hein, mais ne serait-ce que pendant 2-3 jours, elles peuvent avoir des mouvements différents. Il y en a une qui va franchir une résistance et l'autre qui va pas le faire. Bah, c'est que vous n'êtes pas vraiment en tendance, vous n'avez pas des vrais signaux. Et en fait, là, typiquement, c'est un rien du tout ce jour-là. Parce que, en fait, où est-ce qu'on aurait un signal de sortie de consolidation sur le Dow Jones? Le problème de la consolidation, c'est bien ça, hein, c'est que on ne sait pas très bien. Soit vous le prenez très haut, alors sur la clôture la plus haute, donc par ici, soit vous essayez à un moment donné de trouver une configuration qui vous permette d'entrer plus tôt. Donc là, par exemple, vous auriez pu essayer d'entrer, mais vous n'avez pas vraiment de signal de sortie propre. Donc, les consolidations, c'est des moments où on perd de l'argent. Pour traiter dans les consolidations, il faut que vous trouviez les valeurs qui sont les plus fortes et qui montent tout le temps, et les valeurs qui sont les plus faibles et qui baissent tout le temps. Alors, j'en profite, tiens, parce que vous voyez, il y a quelques jours, bon, ça c'est un graphique que vous avez pu trouver sur le site d'IG, mais c'est la présentation du graphique sur notre site à nous en interne. On a proposé une vente sur Stellantis, c'était le 12. Typiquement en application de ce principe-là. Le CAC 40, il est dans une légère tendance baissière, mais le DAX, il est toujours haussier en ce moment, le S&P, il est toujours haussier, l'Eurostoxx 50, il est plutôt baissier, l'AEX est baissier. Bon. Donc, on a une variété d'indicateurs qui sont dans des tendances différentes. Donc, on sait que c'est pas extraordinaire quand même parce que la tendance, elle n'est pas partagée, donc elle n'est pas très forte. Donc, dans cette tendance, bah, on va aller chercher soit
des achats sur les valeurs qui sont les plus fortes, qui montent tout le temps, mais le problème c'est qu'en ce moment, il n'y en a plus beaucoup qui montent tout le temps sur le CAC, soit des ventes sur les valeurs qui baissent tout le temps. Et valeurs qui baissent tout le temps, Stellantis, ça fait quand même quelques mois qu'elle baisse tout le temps, qu'elle ouvre des gaps baissiers et que quand elle enfonce un support, elle ne le franchit pas, etc. Donc là, on voit qu'elle était revenue tester son précédent creux qui avait été enfoncé. Elle remonte, elle vient tester le creux. Elle est en train de repartir à la baisse. On se dit, bon, bah ok, voilà une valeur qu'on peut vendre. On sait que si on dépasse 13,38, c'est pas extraordinaire parce qu'elle pourrait remonter potentiellement jusqu'à 15,30 dans ce cas-là. Mais pour le moment, on a tout qui est dans notre camp pour vendre Stellantis. Voilà. Donc, ça marche pas, mais c'est une question de probabilité. Avec ce type de stratégie, la probabilité est forte que ça marche. Mais vous voyez, Stellantis, si vous la vendez, par exemple, ce jour-là, ben, c'était pas si simple parce que là, vous aviez un creux. Elle vient, elle enfonce son creux. Et ben, elle reste pendant une semaine, elle fait rien, et puis elle ouvre un petit gap, elle fait croire qu'elle va monter, elle repart à la baisse, elle refait croire qu'elle va monter, elle hésite, boum, elle fait une super séance là, elle termine au plus haut, et là, je peux vous dire, si vous êtes short, à mon avis, vous allez paniquer, il y a des chances pour que vous vous coupiez, alors que paf, derrière, elle repart à la baisse. Donc, l'idée, c'est bien qu'il ne faut pas suivre les signaux, même quand on a une valeur qui est à la baisse, qu'on a un signal dans le sens de la baisse, que la valeur est faible et tout, les signaux, c'est jamais le meilleur moyen pour intervenir. Ici, c'était le plus confortable, c'est d'intervenir par là. Comme nous, on essaye d'accroître la probabilité, on vérifie, on attend un petit peu plus. Et c'est l'avantage des conseils turbo aussi, hein, c'est qu'on a plus de souplesse sur les invalidations. On attend un petit peu plus pour proposer la vente. Mais on préfère vendre là plutôt que d'attendre qu'on enfonce le support. Voilà. Donc, je suis en train de faire un webinaire sur les signaux et les faux signaux pour vous dire qu'en fait, le meilleur que les signaux, ça sert à rien. Hein. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais ne suivez pas les signaux. Comme ça, vous les éviterez, les faux signaux. Alors, on a une remarque juste. Alors, déjà, sur cet exemple, vous avez le stochastique, sur le PPT, vous aviez le MACD. Alors, pour moi, sur cet exemple, on a juste la moyenne mobile, hein. On n'a pas de stochastique. Alors, sur l'exemple de Wall Street, là, Ah oui, est-ce que c'était c'est sur parce que Wall j'avais Street ou sur préparé. Stellantis? Parce On met qu'on vient jamais de la d'indicateur. recevoir. On met jamais d'indicateur sur les graphiques qu'on publie. Euh, ben là, en fait, si vous voulez, les stochastiques sont intéressants justement pour valider ou éviter un petit peu les faux signaux. C'est pas tel. Enfin, ça dépend de l'expérience que vous avez, parce que les indicateurs, quand on a regardé les marchés depuis suffisamment longtemps, on sait où ils sont, quoi. On sait qu'ici, on arrive en survente, qu'un peu de temps après, on va y être. Mais par exemple, donc le 18 mai, voilà, on était là. Euh, il nous disait qu'effectivement on était survendu et on le voit qu'on est survendu vu qu'on vient de taper un support. Mais vous voyez, on franchit pas vraiment de résistance. Il n'y a pas de résistance là. C'est tous les niveaux sont des résistances, donc aucun n'est résistance. Euh, ça c'est un truc. Il faut beaucoup d'expérience pour le comprendre, mais quand il y a aucun niveau clair, mais bien sûr, il faut savoir identifier les niveaux clairs. Donc, il faut déjà faut déjà en avoir mangé du niveau. Mais quand il n'y a pas de niveau clair, c'est qu'on est en consolidation. C'est comme ça. On peut s'en rendre compte tôt parce qu'il y a un moment où on se constate que on ne sait pas où sont les niveaux. Si on sait pas, enfin, moi, ça fait 25 ans que je fais des marchés financiers. Plus, j'ai commencé, j'ai commencé en 85. Ça fait 40 ans que je regarde des graphiques. Bien sûr que je sais trouver les niveaux qui comptent. Je m'embarrasse pas de plein de niveaux sur mes graphiques. Je ne mets que les niveaux qui comptent. Mais il y a des moments où je n'arrive pas à mettre
aucun niveau. Je ne sais pas quels sont les niveaux qui comptent. Ben, là, je conclus que c'est qu'il n'y en a pas, parce qu'on est en consolidation. Donc, il ne faut pas 40 ans d'expérience pour arriver là. Hein. Ça fait un certain temps que je m'en suis déjà rendu compte, mais c'est pas un truc, c'est pas un conseil pour débutants là que je vous donne. Ça concerne uniquement ceux qui sont à l'aise et qui ont constaté que les niveaux qu'ils mettaient sur leur graphique donnent lieu à des réactions claires du marché. Alors, je te Voilà. propose peut-être une dernière Une dernière question, question? Oui. Valérie. Quelle est l'unité de temps la plus appropriée sur un graphique quand on souhaite ouvrir une position? Qu'est-ce Il que n'y en a toi tu pas. regardes? C'est tout. Chacun fait comme il veut. Ça dépend quand vous voulez la clôturer. Ça dépend combien de temps vous voulez la porter. Euh, Moi, je déconseille de traiter tous les horizons de temps intraday. Sincèrement, il y a beaucoup plus de faux signaux sur les horizons de temps intraday, tout simplement parce que vous avez moins de liquidité. Sur une heure, vous avez relativement peu de transactions par rapport à ce que vous avez sur une semaine. Quand vous avez un cours de clôture hebdomadaire, les capitaux échangés sur ce cours de clôture hebdomadaire, ils sont beaucoup plus importants et ils sont la résultante de l'évolution de la semaine. Vous avez des gérants, beaucoup de gérants qui vont intervenir sur les cours de clôture hebdomadaire, alors que sur les cours intraday, vous avez quand même avant tout des spéculateurs et puis des algorithmes qui essayent de faire franchir des niveaux, trucs, machin. Bref, c'est des petites quantités, c'est des peu d'ordre et des petites quantités, donc c'est pas très fiable. Donc, et puis en plus, il faut réagir très vite, donc il faut réagir très vite, il faut penser très vite, et vous allez toujours penser moins vite qu'un ordinateur. Hein. Sur un horizon de temps long, bah en fait, l'ordinateur, ça sert à rien. Enfin, il pense toujours plus vite que vous, mais comme le plus vite, ça vous laisse quand même 5 jours pour réfléchir, puisqu'il faut attendre la clôture de la semaine. En 5 jours, si vous n'arrivez pas à penser droit, bon bah tant pis quoi, il faut passer à autre chose. Mais plus l'horizon de temps est long, plus vous êtes à égalité avec les autres intervenants. Plus les horizons de temps sont courts et plus vous êtes désavantagé parce qu'il faut penser très très vite et que personne n'arrive à penser vite tout le temps. Donc voilà, ne faites pas d'horizon de temps intraday, mais après, vous faites des horizons de temps quotidiens, des horizons de temps hebdomadaires. Ça dépend si vous faites combien de temps vous voulez porter votre position. Enfin, il y a plein d'idées dans le marché. On peut acheter pour 15 jours, vendre pour 6 mois. Enfin bon, ce qui compte, c'est les niveaux auxquels vous achetez et vous vendez. Hein. C'est pas, il n'y a pas une vérité. Hein. Le marché, il a plusieurs tendances simultanées, donc on peut toujours tenter plusieurs choses. Voilà. Je suis désolée, mais il n'y a pas de bonne réponse à votre question. Eh bien, merci beaucoup, Valérie. On a terminé toutes les questions. Donc, Très bien. Bah, parfait. écoutez, bonne soirée à tous et puis bon trade. Eh ben merci encore une fois. Vous retrouverez le webinaire en replay dès demain sur notre chaîne YouTube et sur IG Academy. Donc n'hésitez pas à le regarder à nouveau. Et puis on a la chance de partager ces webinaires avec Valérie une fois par mois. Donc n'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur notre site internet et puis à regarder l'emailing. Hein. Vous avez un emailing qui vous est envoyé tous les samedis avec les dates des prochains webinaires. Donc, abonnez-vous à nos newsletters si ce n'est pas le cas pour recevoir ces informations. Merci encore une fois, Valérie, et bonne soirée. Bonne soirée.